Je vais exhumer ces femmes et les faire exister dans votre imaginaire pour le meilleur des ayatollahs et écrire noir sur blanc qu'elles n'étaient pas des souillures, que leur vie n'était pas condamnable et que leur sang n'était pas sans valeur, qu'elles méritaient la vie et non pas la mort, qu'elles n'étaient pas la honte de la société, qu'elles n'étaient pas des coupables, mais des victimes assassinées. Des femmes mal nées, malmenées, mal loties, des femmes fortes, des femmes fragiles, vulnérables, sans défense, des femmes meurtries, des écorchées vives, d'une société hypocrite, corrompue et surtout criminelle jusque dans sa pudibonderie. Une société qui réprime, étouffe, pend, lapide, torture, assassine sous le voile. Je ne chercherai pas à les décrire ni comme des anges, ni comme des putains, ni comme de pures victimes, mais comme des femmes étonnantes, et ce livre sera leur sanctuaire, leur mausolée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que j'ai pensé du livre Les putes volées n'iront jamais au paradis de Chador Javan. Avant de commencer, cette lecture est une lecture commune avec Marine de Cultive ta bibliothèque, donc coucou. Nous allons sortir en même temps cette vidéo normalement, donc dès que j'aurai le lien de sa vidéo, je la mettrai en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez avoir deux avis sur la question. Voilà, on a lu le livre en même temps. Je pense qu'elle avait donné une liste de livres que j'ai un petit peu élagué et qu'elle a choisi en fait le livre qu'on devait lire, donc c'est tombé sur celui-ci et très honnêtement c'est une très 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 bonne découverte, même si j'ai beaucoup ragé du début à la fin de ce livre parce que ça parle d'un sujet quand même assez dur donc ça parle, enfin pour vous dire de quoi ça parle des prostituées en Iran et des femmes de façon plus générale. Et c'est un sujet assez dur, ouais, c'est une lecture dure parce que ça parle d'agression sexuelle, de viol, de pédophilie, d'assassinat, de meurtre, de lapidation, enfin... Voilà, donc c'est très gai en ce moment sur ma chaîne. Après la tombe des lucioles, maintenant les putes voilées n'iront jamais au paradis. Je pense que le week-end qui va arriver, je vais faire un petit truc un peu léger. Je pense, peut-être me mettre un petit défi pour lire plusieurs BD et peut-être vous les présenter, pour faire un petit peu de joyeux, parce que là c'est vrai qu'on n'attaque pas du tout du joyeux, mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé lire ce livre, donc merci Marine pour me l'avoir fait découvrir, parce que c'est vrai que ça a été une très très bonne lecture. Une lecture qui m'a fait rager, mais une très bonne lecture quand même. Donc l'autrice c'est Chador Javan. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre et donc j'ai vu qu'à la fin il y avait donc ses autres ouvrages. Voilà, elle en a fait quand même pas mal, dont le dernier là que je vois sur la liste c'est Iran j'accuse, et apparemment elle est quand même assez engagée sur ce qui se passe en Iran. Donc voilà, en sachant que l'autrice est elle-même iranienne, donc elle est née en 1967 en Iran, donc elle était assez enfant, enfin elle était enfant encore quand il y a eu la révolution islamiste, donc voilà, et elle a fait des études en France et aujourd'hui elle habite en France. Elle est anthropologue et elle a fait des études d'anthropologie et de psychologie sociale. Voilà, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'elle a pu faire d'autre. Ce livre m'a vraiment perturbée, un peu mise en colère, ça m'a donné envie de chercher pas mal de sources sur l'Iran, de vérifier certaines choses, en sachant que dans le livre elle donne aussi des titres de documentaires, et j'ai vraiment envie d'aller les voir. Enfin, c'est vraiment une lecture qui m'a donné envie d'aller voir plus et de me renseigner sur la question, sur l'évolution en Iran, parce que je sais que quand j'étudiais les relations internationales, j'avais eu un cours d'anglais et on avait justement étudié le fait que les femmes en Iran, avant la révolution islamiste, pouvaient sortir sans le voile, travailler, etc., et que la révolution islamiste avait mis totalement un frein dans les droits des femmes. Je suis assez curieuse de voir aujourd'hui comment ça se passe, notamment dans les grandes villes, parce que le livre parle surtout des milieux pauvres ici, un petit peu comme que sur toi se lamente le tigre, que j'avais présenté et qui parlait plutôt pareil en fait d'un milieu rural qui n'a rien à voir avec le milieu des villes. Alors c'était pas en Iran je crois, c'était peut-être en Irak il me semble, à voir, mais de tête comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une grosse différence entre les milieux ruraux et les milieux plus urbains. Donc voilà, donc là c'est vraiment sur la misère, la pauvreté, enfin c'est
c'est très dur à lire. Mais en tout cas, voilà. Donc j'avais vu un petit peu ça et je suis assez curieuse de voir si aujourd'hui il y a ou non des évolutions sur les conditions des femmes en Iran et notamment la différence entre les villes et les zones rurales. Donc voilà. Alors le livre, il a une forme particulière, à savoir que en fait au début on nous le présente comme l'histoire de deux enfants qui donc vont évoluer et vont devenir prostituées, donc Zara et Soudabeh. Mais en fait il a quand même une forme particulière parce que au bout d'un moment, je crois que c'est vers les pages 50, l'autrice reprend le flambeau en fait, c'est-à-dire qu'elle interrompt son récit et elle nous explique des choses. Alors et notamment sur en fait le fait que le livre est une fiction, mais en même temps c'est une fiction réelle, c'est-à-dire que dans le livre donc ça commence par le meurtre d'une prostituée avec les gens qui voient le meurtre de la prostituée, etc. Ensuite on part sur les histoires de Zara et Soudabeh et ensuite l'autrice reprend le flambeau pour nous expliquer que effectivement c'est fictif, mais qu'il y a bien eu un tueur de femmes en Iran. D'ailleurs elle nous en parle, hein, l'assassin, un ancien combattant de la guerre Iran-Irak, un fervent musulman, s'est défendu en plaidant non coupable. Je refuse le mot assassin, je n'ai assassiné aucun être humain, je n'ai fait que mon devoir de musulman. J'ai essayé d'éradiquer la Fessade. Les journaux qui le soutenaient l'avaient nommé Fessad Shekhaneh, celui qui déracine et brise l'immoralité, le mal. Donc voilà. C'est assez dur hein, ce livre parce que je vais vous lire des passages de toute façon, vous allez vite comprendre pourquoi j'étais en colère, mais en tout cas voilà, c'est un livre qui se veut fictif, mais les meurtres ont réellement existé et l'autrice, comme je vous ai lu au début, en fait son rôle c'est vraiment de faire parler ces femmes, de leur donner une vie, de leur donner quelque chose parce que en fait leur sang est considéré comme n'ayant aucune valeur parce qu'elles sont prostituées, tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est assez triste et effectivement l'assassin, le tueur en série de femmes prostituées a réellement existé et c'est une réalité aujourd'hui en Iran, comme la drogue qui est maintes et maintes fois mentionnée dans le livre, la pauvreté, etc., qui forcément fait que l'ambiance est un petit peu dans tout ça, la drogue, la prostitution, de toute façon ce sont des choses qui vont généralement ensemble. Donc voilà, et donc on a cette partie-là où l'autrice reprend le flambeau pour nous expliquer, voilà, mon livre est fictif mais ce sont des faits réels, mais ça existe réellement en Iran, et notamment plusieurs concepts en fait qu'elle nous explique. Et ensuite on a plusieurs portraits de femmes qui en fait parlent comme si un petit peu le lecteur était leur psychologue, c'est-à-dire qu'elles se confient, pourquoi est-ce qu'elles sont devenues prostituées, qu'est-ce qu'elles pensent de la prostitution, comment est-ce qu'il faudrait changer les choses ou pas les changer, enfin c'est extrêmement intéressant parce que ça brosse une sorte de fresque en fait de tous les avis sur la prostitution, de beaucoup de visages de prostituées. Il y en a qui s'assument complètement, il y en a qui sont vraiment droguées ou dépendantes, enfin il y a énormément de portraits de femmes et c'est vraiment intéressant. Là-dessus sur le livre, c'est intéressant. Alors après ce livre, il y a beaucoup de langage cru, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme La tombe des Lucioles, mais de façon assez crue, assez vulgaire parfois. Voilà, ça parle de sexe, et ça parle de sexe vraiment, voilà, il faut comprendre qu'on met pas de la poésie partout pour parler de sexe, non, on parle de sexe, et voilà. Donc c'est ça. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, si vous êtes sensible par rapport à certains thèmes, comme les agressions sexuelles, les viols, enfin tout ça, ce sera peut-être pas un livre pour vous. Mais en tout cas, voilà, il est très intéressant, donc ça, c'est sûr. Donc voilà, on va un petit peu commencer. Donc alors moi j'étais énervée dès le début du livre, hein, parce que on trouve donc ce cadavre de femme et on a les dialogues des passants. Et donc les passants, parce que c'est une femme qui est par terre, etc., ils partent du principe que c'est une pute. Et donc il y a tout un dialogue comme ça. Et tu dis quoi, il faut les laisser faire ces putes ? Non, il faut les sanctionner fermement, rien n'arrête une pute. C'est vrai, on n'en peut plus de ces traînées. Nos filles sont perverties. Et nos maris alors ? Une femme qui va avec des hommes inconnus ne mérite pas mieux que ça. J'espère que ça va servir de leçon aux autres. Il faut laisser son corps comme un chien pour que les autres traînées la voient. C'est vrai quoi, on n'ose plus marcher dans la ville à cause de ces traînées. Vous dites n'importe quoi, il ne manquait plus que des assassins dans ce quartier. Ce n'est pas un assassinat, c'est du nettoyage. C'est vrai, ce n'est pas un meurtre, c'est de la désinfection, de la purification. Il a raison, et c'est comme ça, les gens sont là, oui, de toute façon c'est une pute, sa vie n'a aucune valeur, celui qui a fait ça, c'est un bon musulman, c'est limite un héros, quoi, enfin c'est vraiment...
très agaçant. Et donc on a quand même ce petit passage là que j'aime bien, qui est assez piquant. Donc qui dit... donc c'est quelqu'un qui parle avec un vieil homme, il lui dit vous êtes trop vieux et ne comprenez rien. Peut-être, mais justement, je sais que c'est le plus vieux métier du monde et que ça ne se passe et que ce qui se passe dans l'intimité entre un homme et une femme n'a jamais été contrôlable par aucun régime depuis la nuit des temps. Attention à ce que vous dites, vous êtes en train d'insulter l'islam. L'islam dit qu'il faut assassiner des femmes, ce sont des putes. Et alors, l'islam dit qu'il faut assassiner des prostituées ? Oui, ah bon ? Oui, l'islam dit que si après 2 avertissements elles continuent à se vendre, on doit les éliminer. Eh bien, je n'étais pas au courant. C'est parce que vous êtes un musulman du temps du Shah, qui était lui-même un mauvais musulman, un laquais de l'Occident impie, qui répandait la souillure dans notre pays et agissait contre les principes de l'islam. Il a raison, il faut tuer non seulement les putes, mais toutes les femmes impures. Vaste programme, ironisa le vieil homme en s'éloignant. Donc en fait, il parle, voilà, parce qu'il y a eu vraiment toute une révolution islamiste en Iran. Je crois que c'était en 1978 ou 1979, quelque chose comme ça, où avant il y avait un Shah qui était très très proche de l'Occident et ça a vraiment créé des soulèvements de la population. Et ensuite il y a vraiment le régime islamiste qui s'est installé et et ça a changé beaucoup de choses, notamment au niveau des droits des femmes. Donc là je pense que ces dernières années ça a quand même commencé à évoluer, mais voilà, ça craint un peu quoi. Donc c'est ça. Donc dans ce livre aussi on parle de pas mal de thèmes et notamment la beauté de la femme qui est vue comme une malédiction. J'ai des passages assez parlants là-dessus. D'ailleurs c'est... Dès 12 ans, voire plus jeune, peut-être déjà à 10 ans ou même à 8, elle savait d'instinct à cause des regards insistants et concupissants des garçons et des hommes et aussi des cris incessants de leur mère « Éloigne-toi de la fenêtre, va couvrir ta tête !» que leur grande beauté était l'unique trésor qu'une fille de leur milieu possédait. Elle s'était promis qu'elle refuserait de se marier à l'un de ces pauvres airs, délinquants drogués, agglutinés au coin des rues. Elle rêvait d'une autre vie, celle des gens riches, éduqués, cultivés, distingués et certainement heureux, pensait-elle, des gens qu'elle n'avait jamais vus sauf à la télé et dans certains films. Elle travaillait bien à l'école pour réussir, elle ne voulait pas de cette vie de misère, de violence, de drogue, de malheur et de résignation. Elle quitterait ce quartier ensemble. Sauf qu'ensuite on nous dit, vu sa grande beauté, son père l'a mariée à 12 ans, alors qu'elle n'avait pas encore eu ses règles et que ses seins n'avaient pas poussé. Une fille si belle est un danger permanent, une tentation diabolique, même pour ses propres frères. Donc voilà, la beauté c'est vraiment vu comme une malédiction, parce que de toute façon le corps de la femme est une malédiction, c'est horrible, enfin vraiment un corps féminin, mon Dieu. C'est ça. Il y a aussi l'idée, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve mais souvent, de pureté féminine, parce qu'au bout d'un moment, donc Zara qui est la petite fille qu'on suit et qu'on voit grandir avec Soudabé aussi, en fait elle se marie et sauf que son mari est un dealer et il finit par être arrêté et je crois qu'au bout d'un moment même il se fait tuer, mais en tout cas Zara en fait je crois elle fuit. Parce qu'en fait, on nous dit Zara n'était plus vierge et son père refusa de la reprendre, une marchandise abîmée. Donc ça, c'est aussi ce qu'on retrouve dans tous les thèmes des livres que je vous ai déjà lus de Rupi Kaur, les livres de poésie, sur tout ce qui est dès que la femme n'est plus vierge, ça y est, c'est une impure, c'est vraiment une marchandise abîmée, personne n'en veut, c'est absolument horrible je trouve, et donc ça ressort beaucoup dans ce livre. Pareil au niveau de l'invisibilité des femmes, le fait qu'une bonne musulmane c'est une femme invisible, que si la femme est visible c'est forcément une pute en fait. De toute façon c'est pas mes mots, hein, c'est vraiment dit comme ça dans le livre. On nous dit « Un rien fait de vous une pute dans cette contrée. Femme, dès qu'on vous remarque, pour quelque raison que ce soit, vous êtes forcément une pute. Une femme virtueuse est une femme invisible. Un tchador noir que rien ne distingue des autres tchadors. Un tchador seul, sur une route déserte, si austèrement fermé qu'il soit, se fait remarquer. Il s'y cache donc une pute. » Voilà, c'est ça. Donc si vous êtes une femme, que vous avez votre tchador bien mis, et que vous vous baladez sur un chemin toute seule, vous êtes une pute. J'adore, c'est génial. Donc voilà, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qu'on retrouve dans ce livre-là aussi, Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo. En fait c'est sur la fierté d'avoir un garçon à la place d'une fille, quand je vous avais fait la vidéo là-dessus. Alors c'est un livre que
je pense qu'il faudrait que je le relise parce qu'il est très très intéressant, très documenté, c'est sur la Corée, mais il m'avait pas tant plu que ça, enfin j'étais ressortie un peu en colère de ce livre, mais je pense que voilà, c'est peut-être une bonne colère, une colère de réaction, mais en tout cas voilà, mais en tout cas dans ce livre là de Kim Jae-young, il y a le fait que accoucher d'une fille c'est vraiment nul, c'est vraiment naze, et on retrouve aussi donc dans ce livre là au niveau de l'Iran. Donc en fait accoucher d'un garçon c'est vraiment le truc le mieux, c'est génial, et on nous dit voilà, fière d'avoir accouché enfin du sexe mâle, sa mère avait déclaré la naissance de ses 2 enfants en même temps au bureau de l'état civil, à savoir qu'avant elle avait accouché d'une fille, elle avait pas du tout déclaré sa naissance, et une fois que le mâle divin est arrivé, ça y est, on va au bureau de l'état civil déclarer tout ça. Et donc c'est assez, c'est un peu rageant en fait. Donc pareil, là je crois que c'est Zara, on nous dit, elle prie à Dieu de lui donner un enfant en bonne santé et si possible un fils. Être une fille dans la pauvreté est une malédiction. Un garçon même drogué et trafiquant prend au moins plaisir à vivre certaines choses, par exemple la sexualité, avait-elle expliqué candidement à Dieu, en l'assurant de sa foi éternelle et en lui jurant qu'elle se soumettrait, quelle que fût sa décision. Donc pareil, on nous dit... Cependant, jamais l'acte de naissance d'un fils ne fut faux. Les mères, fières et heureuses d'avoir accouché du sexe supérieur, veillaient soigneusement à ce que la date de naissance de leur progéniture mâle fût déclarée et enregistrée aussitôt et correctement. Donc voilà, c'est vraiment tout ce pan-là de voilà, je suis trop fière d'avoir un garçon, vaut mieux de toute façon avoir un garçon parce qu'une fille qui naît dans la pauvreté, en fait, elle a pas vraiment d'avenir, enfin voilà, donc c'est un peu... c'est vraiment un thème qu'on retrouve, alors voilà, en Corée, en Iran, donc j'imagine qu'un petit peu partout dans le monde, naître fille, c'est du caca. Voilà, c'est super. Bim dans la face, on n'a rien demandé, mais bon, voilà. Ensuite, donc on a... Oui, on a cette scène, ça m'a vraiment choquée. En fait, c'est une mère qui a perdu sa fille. En fait, elle la cherche, elle sait pas où elle se trouve, et donc elle va déclarer la disparition. Et je sais plus exactement où dans le livre, mais on nous dit qu'en fait, une petite fille qui se retrouve seule dans la rue, elle a peut-être 3 minutes avant de se faire aborder par un homme qui va en fait, lui vouloir du mal, soit la violer, soit être son proxénète, soit... Enfin, voilà, donc c'est génial aussi, ça, la sécurité, super. Donc en fait la mère s'insurge, elle fait oui, ça fait des heures que j'attends ici, quelqu'un a volé ma fille de 8 ans et vous me demandez la profession de mon mari. Donc le policier lui dit vous n'êtes pas le tuteur de votre fille, c'est à son père de venir déclarer sa disparition. Donc la mère elle répond vous voulez dire que ma fille que j'ai portée dans mon ventre n'est pas ma fille? Et l'autre il répond ventre ou pas, vous n'avez aucune autorité sur les enfants de votre mari. Et pareil, et après, elle revient un petit peu à la charge, elle dit mais vous appelez ça un problème, ma petite fille, et peut-être elle est vraiment au bout du bout quoi, et le gars il lui fait vous n'avez qu'à la surveiller. Vous n'aviez qu'à la surveiller, mais sérieux quoi, genre je sais pas. Et pareil, ensuite, calmez-vous madame, une femme n'élève jamais la voix, sinon je serai obligée de vous arrêter pour attentat à la pudeur. Quand j'ai lu ça, mais je me suis dit mais on est où en fait, genre juste c'est pas possible, c'est pas mais en fait je dis ça hein, mais même en France par exemple quand vous allez au commissariat ou à la gendarmerie pour faire une déclaration parce que moi ça m'est déjà arrivé une fois, un mec qui me suivait dans la rue comme ça et qui se masturbait en même temps à côté d'une école, donc je rentrais de soirée et tout. J'ai été au commissariat et le lendemain, et en fait le mec mais vous étiez habillé comment, c'était quand même tard, non, mais c'est pas la question en fait, genre mec c'est pas du tout la question là. Et pareil quand vous vous faites agresser sexuellement ou ce genre de choses, c'est bien de tomber en fait sur quelqu'un de compétent en face de vous, parce que ce genre de questions là, mais vous étiez habillé comment, je sais même pas quoi dire en fait. Donc en fait ça m'étonne pas tant que ça, hein, ce genre de dialogue, même si là c'est un roman etc, ça m'étonne pas que ça existe en fait, simplement. Donc voilà. Donc pareil, tout le comportement de la femme, donc ne pas élever la voix, respecter son mari, etc. Donc au niveau de la soumission, tout ça. Donc ensuite on va quand même attaquer la prostitution en elle-même, puisque c'est quand même le sujet du livre, mais je voulais quand même vous dépeindre un petit peu ces quelques éléments que je trouve moi assez pertinents, assez intéressants. Donc on nous introduit au sujet donc de la prostitution, et c'est d'ailleurs l'autrice qui reprend en fait la main sur le récit pour nous expliquer un petit peu tout ça. Et là je pense que je vais lire parce que je trouve ce qu'elle dit très très intéressant.
Alors, selon la législation islamique en vigueur en Iran, depuis l'instauration du régime khoméniste en 1979, donc voilà, la révolution c'était 1979, comme j'ai hésité entre 78 et 79, la prostitution est un crime dont le châtiment est la peine de mort. Et si la prostituée est mariée, elle sera condamnée à la lapidation. Cette loi est écrite noir sur blanc et attribuée, comme toujours, à la volonté d'Allah, sans que l'on ait demandé l'avis de ce dernier. La prostitution n'a jamais été aussi répandue dans le pays à cause de la pauvreté, de l'immense majorité de la population, du trafic de la drogue, en particulier l'opium et l'héroïne. Donc comme je vous disais, c'est assez lié la prostitution à l'opium en tout cas à la drogue en général. Dans les milieux pauvres, les filles, les sœurs, les épouses, les mères se vendent pour payer la dose de leur père, frère, mari, fils, quand ce n'est pas pour les nourrir ou pour payer la leur. Les multiples sanctions économiques internationales, la mauvaise gestion gouvernementale, les sommes... Parce que vous savez, les États-Unis ont mis des sanctions sur l'Iran. Donc ça a complètement... forcément, ça a créé des catastrophes un petit peu dans le pays, il y a eu une énorme inflation, etc. Donc voilà. Je disais, les multiples sanctions économiques internationales, la mauvaise gestion gouvernementale, les sommes exorbitantes dépensées pour soutenir depuis des décennies Hezbollah, Djihad islamique, Hamas, Frères musulmans, Assad et compagnie, ont entraîné une inflation vertigineuse et la pénurie de tous les produits, y compris alimentaires. Béni soit l'idéologie islamique. Alors il faut savoir que l'autrice, elle est quand même assez cynique, ironique parfois, donc voilà. Beaucoup de femmes de la classe moyenne se prostituent pour les mêmes raisons, ou pour préserver leur niveau de vie. Les étudiantes pour payer leurs études, les divorcées pour payer leur loyer, ou pour ne pas être à la charge de leurs parents, chez qui parfois elles retournent vivre. Les raisons de la prostitution sont nombreuses et variées, pour un simple repas chaud, pour une dose de drogue, pour un carré Hermès ou Dior, souvent en contrefaçon, pour se faire opérer le nez, se payer une injection de Botox ou d'autres produits esthétiques pour trouver un boulot ou le garder. La prostitution est un des fléaux qui gangrène le pays à l'instar du chômage et de la drogue, alors qu'officiellement elle est prétendue inexistante. Oui, en fait, quand vous regardez par exemple sur Wikipédia, on vous dit qu'en gros... en fait, on ne connaît pas les chiffres de la prostitution parce que j'imagine que le gouvernement ne les donne pas. Et donc, il n'y a que des estimations dessus, quoi. Donc, on nous dit le nombre des prostituées n'est pas connu, mais la traite sexuelle est devenue une des activités les plus lucratives en Iran. Depuis 2001, selon l'ONG Coalition Against Trafficking in Women, il y a eu une augmentation de 635% du nombre des adolescentes prostituées. Les adolescentes fugueuses sont violées dans les premières 24 heures qui suivent leur fugue. Donc voilà, c'est vraiment... comment dire c'est ça. C'est génial. Donc voilà, en fait, elle nous brosse comme ça ce portrait-là de l'Iran. Donc c'est pas mal parce que ça permet de se mettre un petit peu en contexte quand vous connaissez pas trop le pays. Pareil, en fait, elle nous parle de pas mal de choses, notamment le fait que le sang des prostituées est jugé sans valeur. Donc voilà, selon la loi d'Allah, justement, en tout cas dans la version chiite des mollahs iraniens, le sang de ceux et celles qui doivent être mis à mort est considéré comme, tenez-vous bien, le sang sans valeur. Et donc, il désigne littéralement ceux et celles dont le sang peut être versé sans péché, et donc les prostituées en font partie, c'est-à-dire que si vous tuez une prostituée, eh bien vous ne serez pas puni, puisque le sang de la prostituée est sans valeur. Voilà. Donc, on nous parle d'énormément de cas de prostitution, et notamment avec le personnage de Zara qui ensuite se retrouve seule et qui, pour subvenir à ses besoins, et aussi aux besoins de ses filles, va commencer à faire des ménages chez des gens. Et en fait, en gros, l'homme de maison la coince et en fait lui dit voilà, fais ce que je te dis, sinon je vais te dire que t'es une pute, je vais te dénoncer, etc. Et donc, en plus de faire des ménages chez ces hommes-là, enfin ces familles-là, elle se fait agresser en fait par ces hommes qui en plus ne lui donnent pas plus d'argent que l'argent du ménage, hein. C'est-à-dire que c'est en fait de la prostitution gratuite si vous voulez, enfin c'est juste des agressions sexuelles en fait, mais voilà, et en fait apparemment c'est vraiment très courant que c'est comme l'autrice disait, c'est-à-dire que en fait pour garder le travail, les femmes sont souvent obligées de se prostituer, d'ailleurs gratuitement, en gros comme si c'était une sorte de service en plus du travail de base, quoi. Bref, ça m'agace, mais bon, bref, c'est juste des agressions sexuelles en fait et des viols, donc c'est ça. Pareil, il y a pas mal de choses par rapport à la pédophilie, déjà l'âge des prostituées qui est de plus en plus jeune, et ensuite on a le personnage de Soudabe qui à 12 ans se fait violer par un mec dans une voiture, en plus c'est sa première fois, et on a le mec qui a quand même le culot de lui dire
Alors, où est-ce que c'est? Bon, maintenant je veux que tu saches que je ne suis pas un violeur, j'ai pensé que t'étais une pute. Voilà, une gamine de 12 ans, donc la personne l'a pris dans sa voiture parce qu'elle était seule, enfin en fait elle a fugué, elle s'est retrouvée seule, le type l'a pris dans sa voiture et en fait voilà, il l'a violée sur la banquette arrière et ensuite il lui dit sache que je ne suis pas un violeur, je pensais que tu étais une pute. Mais ce livre est génial, génial, c'est génial. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont évoquées dans le livre et notamment ce que l'autrice appelle le tchador clignotant, c'est-à-dire que les femmes en fait ont leur tchador et font juste des petits regards comme ça pour dire aux hommes qu'elles sont des prostituées et en fait c'est une sorte de... Parce que comme elles ont vraiment le visage voilé, etc., c'est une sorte de technique où on montre un tout petit peu pour faire comprendre à l'autre que voilà, il y a moyen et c'est assez... J'allais dire intéressant, mais non, c'est pas intéressant du tout ce sujet. En fait, c'est. Voilà, c'est juste comme la femme doit être invisible, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas comme en France, on peut voir des prostituées au coin de la rue. C'est-à-dire que là, en fait, si une femme se fait surprendre à être une prostituée par exemple, je sais pas, un homme vengeur qui a envie de la tuer, déjà c'est dangereux pour elle. Et ensuite, voilà, donc c'est pour ça il y a tout quelque chose de très discret pour faire comprendre aux clients qu'elles sont des prostituées. Bon, de toute façon, il y a visiblement des hommes qui ne font pas la différence entre une prostituée ou pas une prostituée. Comme le cas de Soudavé. Non mais ce livre me fout vraiment très mal à l'aise. Donc voilà, c'est un petit peu je prends ce que je veux et puis voilà, donc c'est génial. On a bien sûr tout ce qui est prostitution de luxe avec notamment les hommes politiques, diplomatiques, les dirigeants de multinationales, d'entreprises étrangères aussi, donc qui... Voilà, enfin on a Soudabé parce qu'elle est d'une très grande beauté, etc., qui devient au bout d'un moment une prostituée de luxe, et donc on voit que là, elle sert des hommes russes, des hommes français, etc., et que des fois c'est complètement des gros sadiques. Donc c'est ça, on a tout ça. On a une prostituée qui nous parle aussi de la frustration des hommes. Donc ça c'est une prostituée qui s'assume et qui en fait choisit ses clients et a un bon caractère. Et elle dit mes clients le savent, avec moi le contrat est clair et doit être respecté. Certains de mes clients allaient chez des putes pour déverser leur haine sur elles, pour les baiser, leur jeter l'argent à la figure et les humilier, tout simplement parce qu'ils se sentaient humiliés eux-mêmes par la société et par les femmes qu'ils avaient désirées et n'avaient jamais eues. Ils se haïssaient et cherchaient une pute pour se défouler. Je leur ai dit que ça ne se passerait pas comme ça avec moi. Donc voilà, en fait on a vraiment beaucoup de portraits de femmes, il y en a qui font vraiment ça parce qu'elles ont envie, il y en a qui sont contraintes, c'est très intéressant à ce niveau-là parce que il y a beaucoup de portraits différents, quoi. Il y a beaucoup de voix différentes, c'est très intéressant. Alors, le truc qui m'a fait péter un câble, c'est tout ce qui est autour du Sigay. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, on nous dit, donc à la page 59, l'adultère est un crime dont le châtiment en Iran est la peine de mort, y compris pour les hommes, même s'ils ont droit à 4 femmes officielles. Alors attention, tenez-vous bien, parce que là, moi, j'étais vraiment énervée, parce que selon la charia, lorsqu'un homme commet l'adultère, il déshonore non pas sa femme, mais un autre musulman en lui violant son bien. Mère, sœur, femme, fille, etc. Car la mère, les sœurs, les femmes, les filles et les nièces d'un homme constituent ce qu'on appelle son namou, ou namous. Namous, mot arabe persan turc, est un terme chargé de sens traditionnel et religieux dont l'équivalent approximatif serait l'honneur sexuel de l'homme incarné dans le corps de la femme. D'où l'existence du crime d'honneur. Les femmes sont les biens des hommes, de leur famille, et elles restent jusqu'à leur mort sous tutelle masculine. Ça, c'est génial. Donc en gros, on nous dit, en gros, l'adultère c'est puni. Et ensuite, on nous parle donc du Sigay, qui en fait est un mariage, on va dire, particulier. Il faut savoir que en Iran, un homme a le droit d'avoir 4 femmes. Une femme a le droit d'avoir qu'un mari, mais un homme a le droit d'avoir 4 femmes. Mais on a le fameux Sigay pour remédier à tous les maux et les frustrations. Donc, le Sigay est le terme à la fois juridique et populaire dans l'islam chiite pour ce que l'on appelle mariage temporaire.
Selon l'article 1075 du Code civil de la charia iranienne, un homme marié, outre ses 4 femmes officielles, peut contracter autant de siguets simultanés qu'il le désire, donc 90 s'il a envie. Le siguet est une sorte de CDD sexuel. La femme consent, en échange d'un prix fixé à l'avance, à servir sexuellement l'homme. Donc voilà, en sachant que, bien sûr, un homme peut contracter autant de siguets qu'il veut, mais qu'une femme mariée n'a pas le droit de contracter de siguet. Et en fait, le siguet, ce fameux mariage temporaire, en fait, il sert à légaliser la prostitution aux yeux de la religion, aux yeux des mollahs, etc. Parce que les mollahs font le siguet, et en fait, ensuite, bah oui, ok, cet homme a couché avec cette femme contre de l'argent, parce que de toute façon, c'est l'argent du mariage, quoi. Et donc ce n'est pas de la prostitution, mesdames et messieurs, puisque c'est légal. Et oui. Donc j'étais un peu sur le cul quand j'ai vu ça, j'ai fait mais ok, donc c'est génial. En fait, l'adultère est puni de la peine de mort, la prostitution est punie de la peine de mort, mais on a quand même une loi qui en fait détourne ces interdictions avec le siguet, quoi. C'est... je sais pas quoi vous dire, sérieux, c'est... bref. Et il y a aussi une prostituée aussi sur un autre thème et sur le fait que bien entendu la prostitution n'est que dans un sens, vous voyez, c'est pas les femmes n'ont bien entendu pas le droit d'aller voir des prostituées hommes parce que voilà, ça n'existe pas, et donc elle parle en fait de tout ce qui en fait pourrait être fait pour que bah, justement les femmes aussi aient le droit à aller voir des prostituées hommes. Alors après bien sûr on a c'est des visions à chaque fois hein, des personnes, on peut être totalement contre la prostitution, vouloir l'abolir ou se dire que ok la prostitution c'est bien gentil, mais il faudrait que ce soit égalitaire entre les hommes et les femmes, que si les hommes ont le droit d'aller voir des prostituées, bah les femmes aussi dans ce cas-là. Donc voilà, il y a énormément de thèmes en fait comme ça, notamment sur le désir des femmes qui est complètement étouffé, et on a justement une prostituée qui témoigne et qui dit bah en fait les hommes sont peut-être plus forts physiquement généralement que les femmes, mais sur le cas du désir les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes, donc voilà, il y a énormément de points de vue comme ça, c'est très intéressant, notamment si vous cherchez vous-même à vous positionner sur la prostitution, parce que bien sûr là ça concerne l'Iran, donc c'est quand même quelque chose d'assez extrême on va dire, hein, parce que voilà si vous êtes prostituée vous risquez de mourir, et en plus celui qui vous a tué si c'est pas l'État mais quelqu'un dans la rue risque de ne pas être condamné. Donc voilà, donc c'est sûr que là c'est vraiment extrême, mais si vous avez envie aussi de vous positionner sur la prostitution, le fait qu'il y ait pas mal de témoignages, enfin c'est des témoignages fictifs, mais ça pourrait être vraiment des témoignages réels, qu'il y ait pas mal de témoignages et de points de vue, ça peut peut-être vous aiguiller et vous pousser à la réflexion justement sur ce sujet. Donc voilà, moi il y a des passages que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et notamment sur Dieu et la masturbation. Je vais pas vous lire le passage parce qu'il est assez cru en fait, et donc du coup c'est bof, mais en gros on a des bigotes voilées qui apprennent aux filles que Dieu est partout, sans limite, Dieu est immense, infini, il est dans chaque parcelle de votre corps, dans les lieux les plus intimes de votre corps, Dieu vous a créé, et Dieu sait parfaitement ce qui se passe dans votre âme, parce que Dieu est plus près de vous que de votre veine jugulaire, etc. Et donc on est avec, je crois que c'est Soudabé, je sais plus laquelle, mais en fait... peut-être même que c'est ni l'une ni l'autre, mais que c'est juste une prostituée. Elle est adolescente et elle commence à avoir un petit peu tous les désirs de son corps s'éveiller, et donc elle commence à se masturber. Et en fait, elle prend un petit peu c'est assez drôle. Elle prend les répliques des bigotes voilées pour dire voilà, Dieu est partout, Dieu vous a fait, Dieu est dans votre corps, pour en fait... se dire bah en fait si j'ai du désir comme ça c'est à cause de Dieu, c'est Dieu qui me provoque ce désir, et en fait elle se masturbe en faisant des cris genre oh oui mon Dieu, etc. Donc moi je me suis dit si certaines personnes lisent ça elles vont être en PLS, parce que voilà. Et donc elle finit par dire Dieu est partout, il connaît mon sexe mieux que quiconque, c'est évident puisque c'est lui qui l'a gravé là où il est, en bas de mon ventre plat et gothique, entre mes deux cuisses rondes et fermes, en haut de ma voûte. Et en fait elle dit que bah voilà, si elle a du désir, si Dieu est partout, si Dieu a tout créé, etc., et bien il a aussi créé le désir, et que en fait bah c'est du fait de Dieu. Et donc et à la fin elle dit d'ailleurs la faute à Dieu si j'ai fini pute. Et tant pis si je n'irai pas au paradis, honnêtement si je dois y retrouver mollah et voilée, non merci. 1000 fois l'enfer, alors je baise. Et si c'est un péché, la faute à Dieu. Voilà. Ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a un autre passage un petit peu piquant aussi.
C'est drôle que dans ce monde de putes où la corruption, le crime et la prostitution de tout genre gangrènent la société, on s'en prenne à nous, ça en dit long sur les régressions de notre époque. Ce n'est pas pour rien que dès que les extrémistes islamistes s'emparent du pouvoir, ils s'en prennent tout de suite au plaisir en général et au plaisir sexuel en particulier, comme les mollahs ici ou les frères musulmans en Égypte. Pour eux, la sexualité des femmes est diabolique. Ils ne supportent pas l'idée que leur mère ait écarté les jambes pour les fabriquer. Remarquez, elles auraient mieux fait de s'abstenir. Voilà, bim. Allez. Donc voilà, après j'ai trouvé, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et pareil, il y a le cas de Reza Zarei, qui est en fait le responsable de la lutte contre la luxure et l'immoralité, enfin qui était, hein, et qui a été pris en fait entre 6 prostituées dans un bordel. Donc voilà, ça en dit un petit peu long. Il y a beaucoup de passages justement sur la frustration des hommes, sur les mollahs en fait qui critiquent les femmes, veulent les exterminer, exterminer la corruption, etc., et qui en fait eux ne sont pas mieux. Donc voilà, c'est un livre assez piquant, assez dur, qui fait pas mal réfléchir, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est ça, je ne peux que vous le conseiller. Encore une fois, je vous mettrai la vidéo de Marine en description, comme ça vous aurez un deuxième avis. On ne s'est pas du tout concerté avant de faire nos vidéos, donc je ne sais pas comment elle va faire la sienne, comment elle va l'organiser, etc. Donc je pense que ce sera sans doute différent. Donc voilà, je vous invite de toute façon à aller découvrir sa chaîne, parce que je trouve que c'est très intéressant, elle a beaucoup d'énergie, c'est assez rafraîchissant, enfin moi ça me met toujours de très bonne humeur. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Et voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo, je pense, un petit peu plus légère, peut-être un petit peu plus courte aussi. Donc voilà, c'est ça. Eh bien, prenez soin de vous et puis à la prochaine fois.